Good afternoon, ladies and gentlemen. Televiewers, you're welcome to join us on this special program dedicated to a review of the year 2015 in politics. We know that the year was punctuated with a lot of activities in the political scene, ranging from the government's intervention in the war against Boko Haram, moving through the October 2 cabinet reshuffle, passing also through the visits of Francois Hollande and Muhammadu Buhari. We shall be examining the impact of that, and we shall also be looking at the future of the country with the opposition also, who were also highly involved in the political scene this year. Right away, our panel, we have two guests already. We are expecting that the others shall be making their way in no time. I will begin by Elimbi Lombe. He is a member of the Social Democratic Front. Bonsoir. Bonjour, mon cher, et merci de votre invitation. C'est inédit de m'avoir ici avec vous. Je l'ai toujours vu ailleurs. Donc, je suis un peu ému pour ça. Mais voilà, je profite aussi pour dire bonne fête de fin d'année à nos amis qui nous regardent. Et je crois que nous allons apporter quelques éclairages par rapport aux programmes de préoccupation que vous venez d'évoquer en résumé de votre propos. Yes, also to my right we have Celestin Jamin. He's also a militant of the Social Democratic Front. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much, Peter, for inviting me today. I want to say Merry Christmas for all our listeners and viewers. It's a pleasure of me to be for the first time in front of you today. And I hope this debate will be very good for everybody. Yes, we have an all panel SDF, but we're also expecting George Tepe Manga, who will be any time from now. He is a militant of the CPDM party. Unfortunately, Tayang Enobikatabe could not make it all the way from Limbe for some reasons beyond his control. Right away, we'll begin with the first theme of this debate, and we shall be examining the country's active participation in the war against Boko Haram. It should be noted that President Paul Biya, Commander-in-Chief of the Army, declared war on Nigeria's Islamic sect on the 17th of May 2014, and this year was highly significant in the country's participation in the war. But just before that, I would like to get this report signed from Yaoundé by Sadou Mamoudou. Well, we have indications that they will not be having that report at the moment. Probably we'll go straight away to the debate. I'd like to begin with you, Celestin Jamin. 2015 marked a very significant point in the war against Boko Haram because on the 13th of July 2015, the country experienced what it never experienced before. That was suicide bombings. When it happened, when the first suicide bombing struck the country in Fotokol, how did you react? Well, first of all, I want to apologize for my English. As you know, it's not the best. Yes. But we are a bilingual country. So anyway, I think that we have we politicians to promote the bilingualism in the country. But I'm going to speak in French if you allow me that. Okay. Oui, effectivement, c'est la première fois, n'est-ce pas, que le Cameroun et les Camerounais vivaient ces attaques suicides dans l'extrême nord du Cameroun, effectivement, et dont avant ça n'arrivait qu'aux autres. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, en tout cas, nous au Cameroun, on est épargné de tout ça, ça n'arrive qu'aux autres. Mais je dois dire que ce n'est pas non plus un hasard. C'est arrivé comment, cette attaque suicide? Parce qu'en vérité, et nous l'avons dit à Bamenda lors de l'anniversaire du parti, que nous félicitions la vaillance et les performances de nos forces de sécurité et d'armée, de l'armée, notamment le BI, qui, dans la guerre conventionnelle, a maté Boko Haram complètement. Et vraiment, je crois que ceux qui sont sincères et ceux qui nous regardent aujourd'hui savent que le SDF n'a pas hésité un instant pour apporter le soutien massif qu'il fallait aux forces de sécurité. D'ailleurs, le 24 mai à Bamenda, on a collecté en 3 heures 13 millions.
Et je parle sous le contrôle de monsieur le gouverneur de l'Afrique du Nord-Ouest. Donc, pour réitérer encore ici, sur ce plateau, nos soutiens aux forces armées. Donc maintenant, concernant ces bombes, ces attaques suicides, nous l'expérimentions pour la première fois, mais il faut savoir que c'était plus ou moins prévisible. Pourquoi? Parce que la défaite de Boko Haram dans la guerre conventionnelle les a amenés à une guerre beaucoup moins chère que ça. C'est-à-dire qu'aller enrôler les petites filles, les petits garçons pour attacher les ceintures de sécurité autour des reins et pour aller exploser sur le marché. Donc effectivement, le gouvernement a fait 2 erreurs. On aurait pu mettre davantage l'accent sur les renseignements, les services de renseignement, les services secrets, et sur la sollicitation des citoyens en termes de comités de vigilance. Parce qu'en fait, les personnes en vue maintenant, c'est surtout les citoyens de tous les jours, y compris nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit inciter les citoyens de tous les jours effectivement à prendre en charge leur propre sécurité, ce qui ne remet pas en cause le rôle et la mission de l'armée. Hein, mais il faut davantage mettre l'accent sur les citoyens et sur la vigilance des villages et des villes. Ok, Elie Lobé, on compte déjà presque 20 attentats aussi dans notre territoire. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que cet attentat se multiplie jour après jour? La difficulté dans une guerre asymétrique comme celle-là où votre adversaire n'est pas en uniforme visible, qu'on peut facilement distinguer, fait en sorte que prévenir ce type d'actes militaires est assez difficile. Donc, à partir du moment où Boko Haram n'est pas un État, ce n'est pas une armée conventionnelle normale, et que nous avons vu dans d'autres pays ce qui s'est passé et qui se passe au Moyen-Orient, où une guerre comme celle qui oppose les Israéliens et les Palestiniens et qui dure depuis plus de 30 ans, nous a montré que ceux qui n'ont pas les moyens militaires conventionnels, comme les Palestiniens, sont tentés d'utiliser ce type de méthode. Donc on sait que Boko Haram, comme d'autres organisations terroristes en Irak et dans d'autres pays arabo-musulmans, peuvent recourir à ce type de méthode. Donc c'est assez difficile pour nos forces qui sont habituées à une forme de protection de notre territoire, en imaginant que l'ennemi sera une armée adverse ou des groupes de bandits relativement classiques. Nos forces se sont retrouvées face à quelque chose dont on n'avait pas tout à fait l'expérience. Et on a vu qu'au début, c'était assez difficile. Et tout le monde dans le pays était très regardant sur ce que feront les forces. Mais je pense que nos grands soldats se sont réorganisés. Et je suis de ceux qui appelaient sans cesse à faire confiance aux soldats, aux professionnels. Parce que cette guerre ne peut pas venir se faire comme certains voulaient sur les plateaux de télévision où chacun vient dire qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Et qu'il fallait laisser les grands soldats, les professionnels de la sécurité s'organiser. Comme Célestin Djamin le disait, le SDF a fait sa part en apportant son soutien aux armées, aux soldats, les encouragements nécessaires. Nous n'avons pas cessé de le faire, nous continuerons, mais nous sommes aussi parvenus à distinguer la question de la sécurité et l'intervention de nos forces de toute activité de récupération politique qui voulait aller avec. De telle sorte que je crois que même le RDPC qui voulait en faire une histoire de mobilisation autour de le chef de l'État en confondant les missions, parce qu'il est le chef des armées, mais si nous le prenons à un moment comme le chef des armées, il faut que nous soyons capables de ne pas le prendre comme le chef d'un parti politique ou encore moins le chef d'un gouvernement dont nous critiquons les orientations. Je pense que nous avons travaillé et nous sommes arrivés à une situation où dans tout le pays, on distingue très bien la guerre, l'action de nos soldats
qui se montre de plus en plus organisé, déterminé et résolu. Et nous constatons que même s'il y a encore quelques attentats, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça a baissé. Ça a baissé. Boko Haram se retrouve en situation assez difficile. Et comme Germaine disait, nos services spéciaux se sont aussi mieux organisés. Donc nous pouvons leur faire le bénéfice de ce que, au départ, ne connaissant pas ce type d'affrontement, il y avait des difficultés. Mais un peu avec le temps, nous devons reconnaître que nos professionnels, nos grands soldats, nos soldats d'une manière générale, et nos services spéciaux dans le renseignement ont mis sur place une procédure, une technique, une approche qui se montre beaucoup plus efficace, et sur ça, nous les félicitons. Oui, nous avons vu les Camerounais pendant l'année mobilisés autour de la mer avec les dons. Il y avait certains qui ont donné l'argent comme vous venez de nous rappeler. Il y a certains qui ont donné la nourriture et même le sang. Et quelle significance que ces dons oui, bon, vraiment, pour ce qui est de la signification, écoutez, les États-Unis sont en guerre un peu partout dans le monde, avec des troupes en Irak et même des troupes hors de l'Irak, maintenant aussi on peut dire en Afrique. La Russie est en guerre au Moyen-Orient, en Syrie, les Américains aussi. Vous n'avez pas vu là-bas des opérations de collecte de pain, de riz et tout ça pour les troupes. Donc tout ça, ça ressemble un peu à de la récupération politicienne qui avait été un peu organisée par le régime en place. Mais je crois que tout le monde a vu que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça ne résout. En réalité, l'armée a les moyens financiers. Mais est-ce que ce n'est pas bon que les Camerounais soutiennent leurs armées comme ils veulent? Oui, les Camerounais soutiennent leurs armées, mais nous sommes un État. Il faut qu'on cesse de nous faire fonctionner comme un petit groupe d'amis qui peut avoir des réactions très spécifiques comme ça. Les soutiens en termes de sacs de riz, etc. Non. L'effort de guerre, dans tous les pays sérieux, quand on a besoin d'un effort de guerre, on le fait sous forme fiscale. On fait contribuer les gens pour que l'armée ait plus de ressources que d'habitude par rapport à une situation de demande importante de ressources financières. Et l'armée et ses professionnels saura ce qu'il faut acheter, si c'est les armes, si c'est les munitions, si c'est la nourriture, si c'est les médicaments, etc., etc. Parce que quand vous voyez très bien ce qui s'est passé ou qui a failli se passer au début de ces opérations de collecte, c'est les détournements qui ont commencé. Donc on a dû freiner tout ça très rapidement. Je crois qu'on a tiré aussi les leçons. Tout le monde s'est calmé maintenant. On n'entend plus parler de dons en nature. Mais ce qui n'empêche pas que l'armée continue à avoir besoin de ressources financières importantes. Et le nouveau budget a intégré les ressources nécessaires à donner à l'armée. Et ce budget a déjà été voté. Donc vous voyez que je crois que les gens qui encouragent ou qui organisent la communication gouvernementale aiment souvent mélanger les choses parce que le président de la République, ayant des problèmes de légitimité dans ce pays, parce que nous n'avons jamais cessé de dire que c'est un président, oui, mais mal élu, très mal élu même. Et en plus de ça, il a rusé avec la nation, avec la question de la révision de la Constitution pour asseoir un gouvernement perpétuel. Face à tout ça, on a tendance, les communicateurs du régime et la presse officielle ont tendance à utiliser des événements politiques, des événements parfois civils, des événements douloureux, les catastrophes, ou alors l'entrée en guerre pour des raisons de sécurité nationale du pays, pour mobiliser les gens autour plutôt du président de la République. Mais ce n'était pas ça l'objet. Et c'est pourquoi le débat politique que vous avez organisé, parce que moi j'ai fait ce débat ici, et d'autres organes de presse également, a permis de faire reculer la communication officielle qui voulait récupérer cette situation. Et vos dons dont vous parliez tout à l'heure font partie de ces choses qu'on voulait utiliser. Une grande marche à Yaoundé, etc. Bon, ben, enfin, tout ça a eu lieu. La guerre n'est pas finie. Mais tous ces gens ont disparu de la circulation. Ils n'organisent plus rien du tout. Et aujourd'hui, l'armée est quand même en train de travailler. Donc, pour qu'elle travaille, hier, elle n'avait pas besoin de ça.
hein, elle avait besoin d'une adhésion politique, d'une adhésion culturelle, spirituelle, d'une mobilisation des ressources financières adaptées. Je pense que le temps de la récupération politique est passé. Le RDPC a reculé devant cette affaire, mais l'armée reste au front. Elle est plus outillée aujourd'hui qu'hier. Nous commençons à voir de meilleurs résultats. Nous les félicitons tous. Et nous, au SIF et d'autres partis politiques, nous avons fait aussi du bon travail en désolidarisant l'armée de l'action politicienne que certains voulaient faire. C'est pour ça que nous sommes très à l'aise à dire à nos militaires, vous êtes en train de faire du bon travail. Ce qui ne veut pas dire que nous disons au président de la République qu'il fait lui du bon travail. Okay, right away we are going to our editing tapes while hoping that we shall be having Georges Tepe Manga right here with us to have a review of the war Cameroon imposed on Boko Haram in the year 2015. Sadou Mamoudou. « 2015, pour l'État du Cameroun, c'est le renversement de la terreur des terroristes du groupe Boko Haram, lequel s'est vu contraint de changer sa technique d'approche dans ses attaques asymétriques. Les attentats suicides, dernière trouvaille de ces barbares, essuient la riposte du Cameroun, des pays alliés et de la force multinationale mixte. Les manœuvres dolosives sur le pan communicationnel a en face une stratégie de béton. Une victoire du pays de Paul Biya qui vient donner de la chair à la visite des chefs d'État nigérians, français puis tchadiens. Chacun, outre la défense des intérêts de sa mère patrie, s'allie à la cause commune, la guerre contre Boko Haram. Muhammadu Buhari foule le sol camerounais au lendemain d'un épilogue digne d'un film hollywoodien, notamment sur la supposée relation froide entre le président élu du Nigeria et Paul Biya du Cameroun. Visite qui redessine la relation entre Abuja et Yaoundé sur le plan économique, sécuritaire surtout. La déclassification des archives, élément clé pour la réconciliation des Camerounais avec leur passé, les peuples bamileke et Bassa surtout trouvent un début de solution avec la volonté manifeste de l'une des parties responsables du massacre pré- et post-indépendance, la France. Ceci à la faveur de la visite éclair du président Hollande au Cameroun. Une visite qui, au-delà des négociations économiques pour les entreprises françaises basées en terre camerounaise et encadrées par l'AFD, ouvre une brèche sur la longévité du président Biya au pouvoir et la réponse, un refrain national, une fierté africaine, une leçon de démocratie. Plus tôt, le président tchadien Idriss Déby Itno revient au Cameroun, resignifier l'engagement de son pays à traquer les ordres de Boko Haram, l'envoi d'une expédition punitive qui donne un sacré coup de pouce à l'armée camerounaise dans sa bataille imposée au pays de la paix, du travail et du patriotisme. Soutien galvanisé par les États-Unis d'Amérique, l'OIF, la Russie, la France et bien d'autres pays. Nous réapproprier notre histoire. Parce qu'en vérité, il y a eu un débat national avec un certain général qui donnait l'impression de refuter l'histoire en disant qu'il n'y a pas eu de massacre en pays Bassa et Bamileke. Ce qui est une horreur parce qu'en vérité, ce général en question n'avait même pas 30 ans au moment des faits. Il était en plus un sous-officier, donc il n'était pas au cœur de l'histoire à l'époque. Alors même que le président de la France, dont je pense sans doute informé par les services de son pays, par les archives militaires, a reconnu qu'effectivement il y a eu un massacre dans les deux régions du Cameroun que vous connaissez. Donc, je crois qu'il est important pour nous, à travers votre reportage, de rappeler que le Cameroun a besoin de se réconcilier avec lui-même. C'est-à-dire que d'une part, que ses enfants soient d'abord d'accord sur l'histoire. Parce que si nous commençons à avoir deux versions différentes de l'histoire, alors là, on file droit vers le révisionnisme, qui est déjà un délit en tant que tel. Je voudrais un instant en profiter pour revenir sur tout à l'heure ce qu'a dit à juste titre Elimbi, d'abord sur le fait que le soutien aux armées. On n'est pas un État villageois, on n'est pas un rassemblement d'épiciers, on va se regrouper. Va se regrouper pour, comment dirais-je, donner des cadeaux aux militaires et aux forces armées.
je pense qu'il est important de rappeler qu'ici aujourd'hui, un État doit se respecter. Il y a un budget des forces armées qui est de 239 milliards aujourd'hui, et c'est suffisamment important pour apporter les encouragements nécessaires aux forces armées. Effectivement, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons créé, n'est-ce pas, un trésor, un compte du trésor public, où sont versés effectivement ces avantages pécuniaires qui étaient offerts à nos armées. Donc, moi je pense qu'il faut un peu de la considération dans ce que nous faisons et d'essayer de standardiser les choses. On ne peut pas se livrer à ce genre de spectacle où qui apportera un régime de bananes, qui un sac de sel, d'autres de chèques, machin truc. Non, je crois qu'il faut arrêter de traîner l'image du Cameroun dans la boue. Donc je pense qu'il est important simplement de rappeler que par rapport à ce qui s'est passé en cette année 2015, il faudra essayer de remettre les pédales en selle pour repartir sur de bonnes bases en 2016. Thank you very much. Right away, we do have here in the studio Georges Tepemanga, who is already here with us. Bonsoir. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Toutes mes excuses par rapport au retard que j'ai accumulé, qui est indépendant de ma volonté. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux copanélistes et par anticipation, meilleurs vœux. Ok. Nous étions en train de parler de l'action du Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. Comment tu peux résumer l'action de l'État dans la guerre contre Boko Haram? Comment je peux résumer l'implication du Cameroun dans la guerre contre Boko Haram en 2015. Oui, mais d'abord, je crois que, premièrement, il faut dénoncer et déplorer cette nébuleuse qui, depuis que les Camerounais existent, vivent en parfaite symbiose, depuis que les Camerounais existent, vivent en totale concorde, et que voilà subitement, intervient, sort de on ne sait où, une nébuleuse qui, soi-disant, sévit dans un pays voisin, mais qui, par extension, vient commettre des actes dans notre pays qui n'a jamais eu de problème avec un autre pays, hormis le problème du Nigeria, qui était un problème fraternel et qui a été résolu de manière fraternelle. Donc, il faut déplorer ce phénomène, cette nébuleuse, cet acte, cette association terroriste. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne peux pas continuer mon propos sans toutefois adresser mes salutations, mes remerciements et toute ma reconnaissance à l'armée camerounaise, n'est-ce pas, pour d'abord son caractère républicain, ensuite pour l'efficacité avec laquelle elle a fait face à ce monstre. Donc je crois que le Cameroun, qui a une tradition de paix, qui n'est pas habitué à la guerre, a évolué crescendo, n'est-ce pas, progressivement, pour, je ne dirais pas atteindre la vitesse de croisière, mais pour s'adapter à l'évolution de cette nébuleuse. Donc je crois que, en résumé, l'armée camerounaise a fait montre de professionnalisme, elle a su s'adapter, elle a su contenir, n'est-ce pas, cette nébuleuse, mais elle a surtout fait montre, je l'ai dit tout à l'heure, d'efficacité, de sorte qu'un seul centimètre carré de notre pays ne soit ni cédé à quiconque, ni annexé, ni faire l'objet de convoitises quelconque. Ok, on parlait des efforts de guerre. Il y a les partis d'opposition qui déplorent que le RDPC voulait centraliser la guerre autour de Pobia, autre que l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Je crois que les choses sont totalement et parfaitement claires. L'armée camerounaise est une armée républicaine, donc qui appartient à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun dans lequel on retrouve la majorité et les opposants. Donc je crois que c'est d'abord la première chose. La deuxième, c'est que le président de la République, il ne faut pas l'oublier, est le chef, je dirais, suprême des armées, puisqu'il y a des chefs à différents degrés, n'est-ce pas? Si on prend l'exemple des régions militaires ou des régions de gendarmerie, il y a des chefs. Mais le chef suprême, c'est le président de la République. Lequel président de la République est le président et les gens du RDPC et les gens de l'opposition. Donc c'est le président de tout le Cameroun. Il ne saurait donc y avoir une quelconque confusion. Les partis d'opposition ou les opposants sont des Camerounais. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et je crois que même si
un responsable d'un parti, issu d'un parti d'opposition arrivait au pouvoir demain, ça serait la même chose. Il serait le président de tous les Camerounais. Donc je crois qu'il faut prendre de la hauteur, transcender un certain nombre de clivages, se reconnaître dans cet esprit républicain, et à cela, je dirais qu'aucune polémique ne doit émerger. Ok, et Limilobe, le président Paul Biya a nommé 5 généraux au cours de l'année, le 13 août 2015. Après la première attentat sur site, il a nommé 5 nouveaux généraux dans l'armée. Est-ce que vous pensez que ça a un peu amélioré l'efficacité de l'armée camerounaise? Écoutez, l'organisation militaire de notre pays incombe au chef de l'État. Ça fait partie de ses responsabilités en tant que chef de l'État. Ce qui nous intéresse en tant que citoyens, ce sont les résultats que ça donne. Nous pouvons être un peu réservés sur la nécessité d'avoir autant de généraux, parce qu'en réalité, ce n'est pas le nombre d'étoiles qu'on a sur les épaules qui fait l'art de la guerre. Je pense qu'on avait du personnel. Ces généraux, c'était d'abord des colonels. Ils pouvaient faire cette guerre. Peut-être que le chef de l'État a estimé qu'en augmentant leur grade, cela leur donnera beaucoup plus d'énergie. Ça a une façon peut-être de booster le moral. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que au début de cette affaire, on a traîné, mais on avait des généraux. On a dû les changer, etc., etc. Donc moi, je crois que globalement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. L'armée a commencé timidement, avec des mauvais résultats. Et puis, petit à petit, je crois que tout le monde a pris la mesure du problème et s'est réadapté. Ce que je voudrais beaucoup plus dire, c'est le type de discours que je viens d'entendre M. Tepe Manga tenir, qui est, je crois, un discours bien, mais très adressé au RDPC. Parce que nous avons toujours, dès le début de cette affaire, et comme dans d'autres circonstances d'ailleurs, déploré les tentatives de récupération politique. Ça existe, la récupération politique. Ce n'est pas un vrai concept, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le chef de l'État au Cameroun, comme en France, comme aux États-Unis, est le commandant en chef des armées. Parce que nous sommes dans des républiques démocratiques. Et dans les républiques démocratiques, c'est le politique qui commande toutes les institutions. Donc, il faut qu'on comprenne ça très bien. C'est pour ça que dès que vous êtes élu chef de l'État, vous êtes le chef des outils de sécurité du pays. Parce que l'une des missions politiques du président de la République, dans tous les pays, c'est la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Ça fait partie des missions définies justement par la Constitution. Et la sécurité des personnes et des biens d'une manière générale. Donc, sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Le chef de l'État est le chef de l'armée. Mais la mobilisation autour du chef de l'État, voulue, prêchée, promue par les organes politiques, est toute une autre activité qui n'a rien à voir avec l'armée. Et ça, nous l'avons vu. Et si M. Tepe Manga tient un tel discours, à peu près révolutionnaire d'ailleurs, qui contraste avec les habitudes de sa famille politique, moi je le salue pour ça. Parce qu'il s'agit de pousser les gens à une forme d'émancipation qui voudrait que tout ne soit pas bon pour les motions de soutien. Parce qu'une motion de soutien n'a rien à voir avec l'activité militaire. Une motion de soutien est une activité politique. Et je dirais même politicienne. Vous n'avez entendu aucune motion de soutien aux États-Unis comme pour M. Obama, venant du Parti démocrate. Vous n'avez entendu en France aucune motion de soutien venant du Parti socialiste pour la guerre que M. Hollande mène en Syrie, hein, contre les djihadistes de Syrie, etc. Par contre, vous avez vu un certain nombre de comportements politiques qui auraient dû aussi avoir cours ici,
que malheureusement nous ne retrouvons pas ici. On continue à se demander pourquoi. Je tiens à rappeler que, et là nous sommes en train de dissocier le chef des armées du chef politique que M. Biya est. Parce que c'est le chef d'un parti, c'est aussi un homme politique d'abord, avant d'être un commandant en chef des armées. Mais vu donc comme chef politique, nous constatons que quoi? Premièrement, depuis qu'il y a eu cette guerre, et j'espère que dans les quelques jours à venir, le président va se reprendre et corriger son comportement, le président de la République ne s'est pas adressé à la nation camerounaise de façon spécifique pour parler de la question de cette guerre avec la nation camerounaise. Le président de la République n'a pas eu la décence ou la clairvoyance de s'adresser à la représentation nationale, au Parlement, les deux chambres réunies en congrès, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour discuter ni de l'engagement militaire du Cameroun. On ne dit pas que la compétence d'engager les troupes relève de quelqu'un d'autre, c'est sa compétence. Mais partout, à partir du moment où vous prenez l'armée pour l'engager dans une guerre, vous consultez le peuple ou ce qu'il y a de ses représentants pour qu'il y ait une harmonie entre l'orientation politique que le chef de l'État va donc prendre dans une telle circonstance et la nation tout entière. Okay, le président de la République n'a pas daigné le faire. Nous regrettons aussi que jusqu'à maintenant, des comportements qui devaient en réalité relever des rituels, mais qui ne perdront jamais leur signification, ni ailleurs ni ici, le président n'a jamais pu le faire. Vous vous rendez compte que le président ne s'est pas rendu sur le théâtre des opérations jusqu'à ce jour. Lui, commandant en chef des armées, ça c'est pas une faute militaire, c'est une faute politique qu'il s'entête à faire parce que sa façon de gouverner, c'est de ne jamais prendre en compte ou de faire semblant de ne pas prendre en compte les récriminations qui montent du pays. Et enfin, le président de la République n'a jamais cru bien d'aller s'incliner devant la mémoire des morts sur ce champ de bataille, au point où dans sa communication ou dans ses équipes de communication, on a eu l'indélicatesse de fabriquer une photo pour donner l'impression qu'il a reçu les corps des militaires tombés sur le champ de bataille. Ce qui a plutôt dégénéré en une polémique de très mauvais goût qui n'a pas honoré le pays. Donc ce sont les aspects politiques sur lesquels NTP a dit quelque chose de fond, mais qui était, j'ai tenu à le souligner, un discours adressé au RDPC, un peu comme pour leur dire, ressaisissez-vous, cessez d'utiliser les situations qui sont des situations qui appelaient à l'unité d'action au sein du pays pour en faire un enjeu politicien au compte de votre propre parti. Oui. Réaction, M. Georges Tépé. Bon, d'abord, la première chose que je voudrais vous dire, très gentiment d'ailleurs, c'est que même si vous avez invité deux frères de l'opposition, et notamment du SDF, et un seul du RDPC, ça ne m'émeut outre mesure. Vous pouvez multiplier ce nombre par 100, je vais en débattre. Première chose. Deuxième chose, si vous voulez faire une émission concernant M. Limbissel, vous pourrez également le faire, et nous n'entendons pas faire obstacle à cela. Troisième chose, et là c'est plus intéressant parce que je voudrais essayer d'extirper les quelques amalgames qui peuvent obscurcir un peu le débat. Lorsque M. Elimbi dit que je dis des choses qui sont bien, mais qui sont à l'opposé de ce que recherche le RDPC, c'est faux, puisque le RDPC ne recherche pas d'autre chose que ce que j'ai dit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il fait ressortir, et n'est-ce pas, il met sur la table encore une espèce d'amalgame entre, lorsque vous parlez de chef des armées, lui, il bascule pour aller vers le président national de notre parti. Or, il ne s'agit pas de ça. On parle du président, n'est-ce pas, de la République et chef des armées. Il faudrait que nous restions sur ce schéma-là. C'est important. Mais bon Dieu, est-ce qu'un jour, nous pourrions nous retrouver, tel que nous sommes là, en train d'échanger
sans penser qu'il faut tirer la couverture de son côté, sans polémique, rechercher le consensus des éléments qui sont valables et importants pour notre pays. Moi, lorsque M. Elimbi dit des choses qui sont intéressantes, et ça ne date pas d'aujourd'hui, je l'admets mordicus, parce qu'il s'agit du développement de notre pays. Et je crois que certains de nos camarades ou certains de nos frères ou sœurs de l'opposition qui pensent que nous sommes encore aux années 80 avec une manière de faire de la politique qui ne correspond pas. Parce que les téléspectateurs comprennent exactement. Lorsque nous nous exprimons, ils comprennent que tel est démagogue, tel est en train de faire ceci. Il faudrait que nous soyons justes dans nos propos, nous soyons, j'allais dire, objectifs et que nous recherchions constamment la vérité, même si elle est difficile à rechercher. Donc, je viens ici parce que j'entends apporter ma modeste contribution pour le développement de mon pays et notamment, c'est-à-dire qu'en se référant au fait que les conditions des Camerounais à travers les idées peuvent s'améliorer, je le dis modestement, mais j'entends aussi apporter, j'allais dire promouvoir les idéaux de mon pays, de mon parti, pardon, tout en restant, j'allais dire, hiérarchiquement attaché par la voie du respect. C'est-à-dire que attaché à la hiérarchie par la voie du respect, mais en même temps aussi en recherchant l'équilibre. Ce qui est juste, c'est ce que j'essaye de faire modestement. Et si ce n'est pas perçu comme tel, j'en appelle à la modestie, parce que je crois que ça doit beaucoup nous interpeller, les hommes politiques. Okay, in 2 minutes, I will take this other issue in 2 minutes. L'implication des pays étrangers dans la guerre contre Boko Haram. On a vu le Tchad, on a vu les États-Unis, oui. On a vu la France, oui. Apparemment, oui. Je voulais rappeler simplement que, je crois que Georges est venu un peu en retard, mais Elimbi a simplement rappelé la position du SDF. Il a fait un distinguo entre le soutien à l'armée. Je crois que tous les Camerounais l'ont vu et entendu. Ok, probably let's go to the question. Le SDF a donc soutenu l'armée. Je voulais rappeler à M. Tépé Manga, et que vous-même, Peter, vous le modérateur, vous avez invité 2 RDPC. Il y a comme d'habitude un qui s'est désisté. Il faut bien le rappeler aux gens qui nous regardent. Il ne faut pas dire qu'on a invité 2 SDF et un RDPC, c'est faux. Moi, je ne sais pas, j'ai constaté. Non, voilà, c'est tombé à coup, pardon, si tu ne savais pas. Donc, on a bien invité 2 RDPC et 2 SDF. Et comme d'habitude, le RDPC s'est désisté. Et je salue d'ailleurs le courage de Tébé Manga qui t'appelle aujourd'hui. Il n'a pas désisté, there was a problem. Non, il est courageux. Il est courageux. Par ailleurs, je crois qu'il faut rappeler que vous avez évoqué, M. Billard, son réflexe est naturel, ne va pas vers la démocratie. C'est pas un démocrate convaincu, évidemment. Il a fait une déclaration de guerre de Genève, de Paris, je crois, me semble-t-il. Oui. Et puis après, quand il est revenu au Cameroun, il est parti dormir à Genève. Son pays était en guerre, tout le monde le sait aussi. On sait bien qu'en 2010, il avait fait une déclaration sur la jeunesse de Genève aussi, le 11 février, tout le monde le sait. Il aime beaucoup Genève, il aime beaucoup Paris, c'est son problème. Mais nous considérons que c'est le président de la République. Maintenant, ce que je veux rappeler simplement, c'est qu'on attendait à ce que Georges Tépé Manga apporte des arguments, des contre-arguments à ce qu'a dit Elimbi, mais c'est contenté des généralités. Mais ce que je veux dire, c'est que la question de Boko Haram est une question qui intéresse l'ensemble du peuple camerounais. Pas seulement le SDF, c'est une question transpartisane. Okay, let's go back to the question, international support. How can you evaluate the international support? We saw Chadian troops in the country, American troops are already in the country. We are having some support, in terms of training from France, Russia, and other countries. Briefly, je crois qu'avant de parler du soutien de la Russie, de la France, etc., il faut dire que l'acte primordial a été le congrès du CEAC. Au palais des congrès à Yaoundé, où on avait le président congolais, tchadien, béninois et camerounais faire chorus pour essayer de poser l'acte fondateur de la solidarité africaine pour ce qui concerne la lutte contre Boko Haram. Je crois que c'était très important. On a annoncé un chiffre de 50 milliards ou de 100 milliards de fonds pour soutenir la lutte contre Boko Haram. Donc ça, c'est très important. Parce que les premiers concernés, c'est d'abord ceux qui sont directement victimes de ces trafiquants de Boko Haram, de ces barbares de Boko Haram. C'est-à-dire que le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et sur le théâtre de réalité, on a bien vu qu'il y a une solidarité de l'armée tchadienne qui est venue, en quelque sorte, apporter leur soutien terrestre et même aérien, n'est-ce pas, à l'armée camerounaise. Donc ça, il faut le rappeler. Bien entendu, on n'est pas contre les autres soutiens, en l'occurrence la France, qui a envoyé quelques instructeurs au niveau de N'Djamena, on le sait très bien.
Mais on sait également qu'il y a une espèce d'harmonisation des forces de renseignement entre le Tchad et le Cameroun notamment. Donc je crois qu'il est important de dire que ce n'est pas parce que la Russie a promis des camions militaires, je ne sais pas la France, quelques instructeurs, qu'on va dire que ça y est, c'est parce que ces pays nous soutiennent qu'on a été vainqueur dans cette guerre conventionnelle. Donc, je crois qu'il est important de mettre l'accent sur la solidarité des armées africaines. Et la task force qu'on a annoncée pour effectivement harmoniser ces forces opérationnelles tarde un peu à venir. On avait nommé un général camerounais, Toumentan, je sais, qui d'ailleurs perd son âme récemment, qui est mort récemment, et qui tarde à produire ses effets sur le terrain. Mais il ne faut pas tellement regarder du côté des soutiens occidentaux parce que ça ne nous apporte rien. C'est nous qui sommes confrontés sur le terrain. On a besoin de fonds, ça a été dit lors du sommet de la CEAC à Yaoundé, au Palais des Congrès. Donc c'est ça qui nous intéresse en vérité. Ce n'est pas tellement le soutien verbal de la France ou de la Russie. Je veux dire, ce n'est pas les camions de la Russie qui vont venir, n'est-ce pas, faire que les armées nigériennes, tchadiennes et camerounaises vaincront Boko Haram. Et là maintenant la guerre s'est transformée en guerre des attaques suicides. C'est ça le plus important aujourd'hui. Parce que l'armée camerounaise, encore une fois, a montré ses performances. Boko Haram a fui sur la guerre conventionnelle. Maintenant, il faut mettre l'accent sur les renseignements, on l'a dit et on le redit sur ce plateau. Parce que s'il n'y a pas cette focalisation sur les renseignements et sur la vigilance des citoyens, je crois qu'ils continueront malheureusement à faire des morts dans les marchés et autres. Okay, thank you very much. We take a break. Vous m'avez posé une question, finalement. OK. Bon, non, vous me demandiez effectivement le soutien, c'était ça. Avant qu'il ne dise qu'il n'entend pas rester comme quelqu'un qui n'est pas invité. OK, rapidement, parce qu'on parle de deuxième thème. D'accord. Bon, non, je crois que le président de la République l'a dit lorsqu'il recevait les diplomates en début d'année, n'est-ce pas, à mon menace, je crois, globale, riposte globale, quelque chose comme ça, recevoir les diplomates en début d'année. Donc il y a deux choses. Je vais être d'accord sur l'une avec M. N'Djamène, lorsqu'il dit que nous devons compter, enfin c'est à peu près ce qu'il voulait dire, nous devons compter sur nos propres forces. Donc le soutien ne peut être que subsidiaire, c'est vrai. Mais comme le problème du terrorisme est international, il faut effectivement agir de concert avec d'autres pays. J'allais dire mettre sur pied une chaîne de solidarité, une chaîne militaire pour que la riposte face à cette nébuleuse soit bien proportionnée. Puisque vous m'avez demandé d'être rapide, j'essaie de l'être. Oui, je voulais aussi dire un tout petit truc, parce que globalement, les hommes politiques pensent que c'était une bonne chose que d'autres États s'impliquent dans cette lutte. Cette lutte, il faut des moyens financiers, il faut des moyens militaires, il faut des moyens technologiques. Donc l'implication des grands pays qui ont de grandes ressources et qui ont une longue expérience dans ce type de guerre, comme la France, les États-Unis, les Russes, etc., n'était pas en soi une mauvaise chose. Ça reste une bonne chose. Moi, je voudrais déplorer ici ce type de mauvais discours que certains soi-disant nationalistes camerounais, parce qu'il y a des gens qui font comme si le nationalisme c'est leur affaire, qu'on a entendu dans un certain nombre de chaînes de radio et de télévision, qui en quelque sorte blessaient les États amis, en disant que oui, enfin, ce sont ces États qui organisent même cette guerre parce qu'ils veulent déstabiliser le régime. C'est pour dire à M. Tepemanga que il a évoqué la nécessité tout à l'heure d'avoir dans ce pays, à certains moments de l'histoire, des espèces de consensus. Oui, Georges, vous avez raison. Mais qui a refusé? Qui s'est opposé à l'émergence de la culture du consensus politique dans ce pays? C'est depuis 1990 que des milliers d'acteurs politiques camerounais ont demandé pour la construction de ce pays un consensus politique. Okay. C'est de votre côté qu'est venue la fin de non-recevoir, la plus brutale et sauvage qu'on ait enregistrée dans l'histoire et qui nous a valu des mois et parfois plus d'une année de ville morte ici. Si maintenant, Georges, des acteurs politiques comme vous êtes arrivés dans la scène et que vous pouvez diffuser à l'intérieur de votre propre famille le message qui rappelle aux gens la voix de la sagesse, qui veut qu'il y ait des consensus politiques, je vous salue. Je salue ton arrivée dans la scène politique. Je me plains simplement que peut-être ton discours soit un discours marginal.
Parce que je vois encore que sur la question du code électoral, sur la question du code électoral, dont je parlerai certainement, on constate que vous ne voulez pas de consensus. We are going to take a break. We are going to take a break. We are going to take a break, and when we come back, we get into the second theme. Let's. You're welcome back. On October 2, 2015, the head of state, President Paul Biya, reshuffled his cabinet. The long-awaited reshuffle came 1,393 days after the last reshuffle on December 9, 2011, and 732 days after the 2013 municipal and legislative elections. We all know that close to 11 ministers were sacked, 6 changed portfolios, and some new faces arrived in government. I would like to begin with Mr. George Tebemanga before I move to Mr. Celestin. I would like to ask, when this news broke out on October 2, what was your take? Lorsque le réaménagement a eu lieu, le 2 octobre, oui. Vous me demandiez où j'étais? Non, comment je l'ai pris? Oui. Comment je l'ai pris? Non, je crois que les choses ont été... enfin, j'ai suivi à la radio, comme tous les Camerounais, effectivement. Je pense que ça a été une bonne chose. Que le gouvernement soit réaménagé pour peut-être plusieurs raisons. La première, c'est que, à mon sens, il y avait comme une espèce d'épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'il y avait un sentiment. C'est l'impression que j'ai eue, que beaucoup de responsables avaient du mal à bouger parce que, se disant, est-ce que je ferai encore partie du gouvernement, ou alors est-ce que je serai mis de côté? Donc il y avait une espèce d'attentisme, une espèce d'inertie même finalement, hein, n'est-ce pas, au point où je crois que ça a rasséréné un petit peu les uns et les autres. Maintenant, vous savez que l'être humain est insatiable, les Camerounais veulent toujours que ça aille plus loin. Et à mon sens, ce petit réaménagement technique, je crois que devrait booster un petit peu les choses avec le cahier des charges ou les missions qui sont assignées à ces responsables. Donc je crois que c'est une très bonne chose parce que les attentes étaient nombreuses et je crois qu'une fois de plus, ça a permis aux uns et aux autres de se rasséréner, de prendre confiance. Et ceux qui sont restés dans le gouvernement, je crois qu'il leur appartient de travailler, de mouiller le maillot, comme qui dirait, et de faire en sorte que cette inertie, tant décriée par le président de la République, puisse enfin être derrière nous. Voilà brièvement ce que je peux aborder. Yes, Mr. Celestin Jammeh, did this reshuffle come a little too late? Because 2013, everybody was on cabinet reshuffle, it didn't come. 2014 and October this year, we had a cabinet reshuffle. Was it too late? Oui, c'est pire que ça, c'est pire que du retard. Mais je voudrais d'abord remercier l'honnêteté intellectuelle de Georges Tebemanga qui parle d'inertie, voilà, un haut militant du RDPC qui parle d'inertie, qui reconnaît que son gouvernement, le président de la République, a fait preuve d'une grande inertie. Mais je ne crois pas qu'il soit marginal, comme disait Elimbi, il est plutôt courageux et très honnête, il faut le saluer. Et je pense par ailleurs qu'il faut d'abord se référer au discours de décembre 2013, où le président Biya reconnaissait en quelque sorte l'incompétence, la vacuité de son gouvernement. On a donc pensé dans les semaines qui suivaient qu'il allait en tirer les conséquences politiques. Or, il se trouve qu'on a attendu 2 ans après, monsieur le président de la République n'a toujours pas tiré les conséquences politiques, et ça posait un vrai problème d'éthique en politique. Parce que quand on pose un tel diagnostic sinistre, négatif de son propre gouvernement, la logique voudrait qu'on puisse réaménager tout au moins dans les jours, dans les semaines qui suivent, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, les ministres sont plongés dans une espèce d'inertie, d'atavisme qui fait en sorte que rien ne bouge. On attend le moindre geste du président de la République. Donc, le vrai problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas seulement un système, mais c'est aussi l'homme qui fabrique le système. Les gens sont arrimés au rythme de cet homme-là, qui est le président de la République. Donc, il y a un vrai problème. Nous combattons à la fois le système, mais nous combattons aussi le constructeur de ce système. Comprenez ?
Donc le fait qu'il y ait une multiplicité de réaménagement ministériel ne résout pas le problème de fond des Camerounais, qui est le problème. Par exemple, je vais les citer, l'eau potable, le délestage de l'électricité, les problèmes de bas salaire, les problèmes de vie chère, les problèmes qui sont récurrents et quotidiens. Ça n'intéresse que le microcosme politicien, médiatico-politique, parce qu'en vérité, un renforcement ou un réaménagement du gouvernement n'intéresse pas les Camerounais du tout. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un homme nouveau qui va réimpulser, réorienter la politique économique du Cameroun. Et donc, le vrai problème, il est ailleurs. M. Biya, comme à son habitude, faire de la diversion politique. On l'attend sur le terrain des réalités, lui, il est sur le terrain des changements de gouvernement. Ça intéresse qui? Donc, en vérité, de grâce. C'est pour ça que le SDF a toujours dit que si nous parvenons, une fois que nous serons au pouvoir, et je pense que ce sera plus tôt que prévu, nous allons d'abord remettre sur pied les institutions, et après les institutions, bien sûr, on mettra en place une politique de responsabilisation des Camerounais. Parce qu'en vérité, on a coutume de dire que le président a son temps. Un élu du peuple a son temps. Non, il doit avoir le temps du peuple, pas son temps à lui, puisqu'il est comptable devant ceux qui l'ont élu. Et par ailleurs, on nous dit que non, c'est son entourage qui fait ça. Mais attendez, on a trié, on a élu un chef, pourquoi ? Pour qu'il s'excuse par son entourage. On a élu un entourage, ça n'a aucun sens. Donc moi je dis qu'il est temps que le système et l'homme du système s'en aillent et que les vrais patriotes viennent au pouvoir pour réorienter, pour remettre sur pied la politique du Cameroun. Ok, let's get to George. C'est pas une polémique entre George et moi. Non, loin s'en faut. Vous voyez, j'espère vivement que, puisque nous nous acheminons progressivement vers l'année 2016, M. N'Djamène et M. Elimbi vont changer de discours pour être beaucoup plus objectifs et répondre aux attentes des Camerounais, des téléspectateurs par des arguments solides. Comme le fait le RDC. Il vient de dire tout de suite qu'il faut des patriotes au pouvoir. Donc, le président n'est pas patriote. Vous voyez ce genre d'excès. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important. M. N'Djamène dit que il me remercie parce que j'ai parlé d'inertie. Vous savez, on dit que les paroles sont libres, soumis à la discipline de esclave et tout puissant. Donc quand on parle, on tire un peu. Non. Je disais que les ministres qui sont restés longtemps dans l'attentisme, cela créait une espèce d'inertie parce qu'ils ne bougeaient plus. Le président de la République définit la politique de la nation. C'est pas lui, il appartient aux autres de la mettre en application. Donc il faut éviter ce genre d'amalgame. Par contre, chaque fois que vous allez dire quelque chose qui est cohérent, ou une chose qui est cohérente, je serai toujours prêt à le reconnaître. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, vivement que l'année prochaine, que vous changez un peu de fusil d'épaule. Parce que je pense qu'à force de regarder dans la même direction, le coup peut devenir raide. Je voulais dire ça brièvement. Ok. Elimbi Lobe, est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle équipe ministérielle, les choses peuvent aller plus mieux? D'abord, qui a changé dans cette équipe? Vous croyez que parce qu'on a enlevé le ministre Amadou Toumouna, on a mis les combis qui était déjà dans l'antichambre du gouvernement en tant conseiller technique à la présidence de la République, ça va véritablement changer la politique culturelle du Cameroun qu'il ne définit pas et que le chef de l'État doit définir, qu'il n'a jamais défini. Ce qui est important, vous savez, moi je suis toujours très... Je regarde avec beaucoup d'étonnement les attitudes de donneurs de leçons, de la meilleure façon de faire. Mais en politique, ce n'est pas les paroles, c'est la nature réelle des actes. Le patriotisme, ce n'est pas des mots, c'est un comportement. La culture du consensus que Ntepe Manga évoque, ça ne peut pas être des débats à la télévision. C'est une façon de gouverner. Quand le président de la République fait le discours de 2013, qui ne nous quitte plus, il n'y a eu en 32 ans de gouvernance du président Biya aucun discours dont les gens parlent de façon récurrente, comme le discours de 2013. Ça ne peut pas être un fait de hasard. C'est parce que le discours de 2013 était un discours de vérité.
dans ce discours-là, il y a eu concordance entre ce que le discours disait et ce que pensent les gens dans leur vie de tous les jours. Donc, des discours. Donc, on veut maintenant... ce discours-là devrait être fondateur de toute la suite de l'action politique du président. Or, qu'est-ce que le président a dit dans ce discours? Il a demandé qu'est-ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce que des pays semblables aux nôtres ont, et même peut-être plus que eux. Mais pourquoi nous n'avons pas le discours pour relire exactement les thèmes du président? Mais c'était ça l'esprit. À partir du moment où le discours posait ce type de critique sévère, et on n'a jamais vu dans l'histoire de notre pays, et même des pays africains, un chef de l'État analyser de façon aussi froide sa propre action. Du coup, le président, en faisant ce discours, prenait une responsabilité nouvelle, celle de corriger immédiatement la trajectoire, son tir, si je peux m'exprimer ainsi. De 2013, la première correction, qui est la formation du gouvernement, vient en 2015. 15 octobre. Et dans le discours, le président parle d'inertie. Ntepe Manga qui nous explique que l'inertie dont lui Ntepe parle, c'est pas la même que Jamel parle. Jamel parle de l'inertie du président, dont le président a parlé. Lui, il dit que le fait qu'on n'ait pas formé le gouvernement pendant tout ce temps a amené les ministres, puisque ce n'est pas eux qui définissent la politique de la nation, et que c'est le président qui l'a défini, a amené donc les ministres à être dans une sorte d'attentisme et lui-même finit par utiliser le mot inertie. Il n'y a pas 36 000 inerties. Non, je vais répondre. L'inertie, c'est le fait de ne pas bouger. Non. D'accord? Le petit physicien que je sais, je n'ai pas fini. Le petit physicien que je suis, c'est que l'inertie, c'est le fait de résister au mouvement. Et le président, quand il parle d'inertie, et lui, Ntepe Manga, parle de l'inertie, il parle exactement de la même chose. Qui est que le gouvernement ne travaillait pas. Lui, Ntepe Manga dit qu'il ne travaillait plus parce que tout le monde attendait les nominations. Mais le président lui dit que le gouvernement, avant même les nominations, ne travaille pas. L'administration ne travaille pas. Faute à qui? Alors, je termine. Manga, patientez. Quand vous parlez, je vous écoute. Je vais patienter. Voilà, patientez un peu. Pour dire que sortons de la politique des débats où on vient vous dire que j'espère que vous allez pouvoir commencer à bien parler à ma convenance en 2016. Non. Ce que nous essayons de faire depuis que nous sommes arrivés au Cameroun en 90, le SDF, c'est de démontrer, mon frère, que vous gouvernez mal. Que vous gouvernez même très mal et que le pays ne peut plus continuer. Il faut qu'on vous change. Et la formation d'un gouvernement comme celui-ci est un indice de malgouvernance qui ne peut même pas être discutable. Le président parle de faire des économies budgétaires. Mais il nomme quand même 60 ministres. Quand vous avez parlé du consensus, je suis d'accord avec vous. L'un des éléments essentiels du consensus, ça aurait été que toute la classe politique camerounaise s'accorde sur la réduction de la taille du gouvernement. Mais le président qui parle de ces choses nous sert quand même un an après un gouvernement encore de 61 ministres. Je crois que même la qualité des hommes, aussi transparents dans leur démarche intellectuelle et efficaces comme les Ntepe Manga, auraient dû prendre sur eux la responsabilité à l'intérieur de leur propre famille pour dire que, monsieur le président, nous ne pouvons plus continuer avec des gouvernements de 61 personnes que personne ne peut faire asseoir autour d'une table pour faire un conseil. Okay, let's get now to George. Okay, let's get the reaction. Non, monsieur Elimbi sait très bien que je ne peux pas être un donneur de leçons. J'ai horreur de cela. Mais faisons quand même remarquer cette grande capacité de manipulation, cette énorme technique de manipulation que possède monsieur Elimbi. Vous voyez, vous lui demandez très simplement quels sont ceux qui ont changé dans ce gouvernement. Et vous voyez, c'est tellement important. Quels sont ceux qui ont changé dans ce gouvernement? Il vous dit
Mais qui a vraiment changé? Je veux faire ressortir la technique de la manipulation. Vous lui demandez qui a changé dans ce gouvernement. Il vous demande, mais qui a même changé? Parce qu'on a enlevé, je le cite, Amatoutou Mouna, remplacé par Mouile Kombi. Non, il y a quand même M. Ngalé qui n'a jamais fait partie de ce gouvernement. M. Betty Assomo n'a jamais fait partie de ce gouvernement. C'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure qu'il faudrait qu'il change de fusil d'épaule. Parce que lorsqu'on s'adresse à des téléspectateurs, il faut dire les choses justes. Voici la justesse des choses. M. Ngalé n'a jamais été membre du gouvernement. C'est la première fois. M. Betty Assomo n'avait jamais été membre du gouvernement. C'est la première fois. Alors, lorsqu'il essaye de faire le distinguo de deux types d'inertie, j'ai indiqué que le discours auquel il fait allusion, celui de 2013 du président, lui-même il le dit, c'était un très bon discours. Et le président, c'est la plus haute voix. Il a dit qu'il y avait de l'inertie. C'est vrai. Mais l'inertie parce que, constatait-il, les choses ne bougeaient pas relativement aux attentes des Camerounais. Mais comment va-t-il les faire bouger? J'en viens. Quand il ne reçoit même jamais J'en viens. La deuxième chose, même si, comme il dit, tout ça, c'est le même vocable qui fait allusion à l'inertie, mais on parlait d'une chose précise, à savoir le fait que certains ministres attendaient qu'il y ait un réaménagement ou la formation d'un nouveau gouvernement. Ça créait une sorte, je parle de ce type d'inertie, même s'il y a plusieurs inerties. Cette inertie-là, c'était quoi? Non, on parlait... Celle-ci dont toi tu parles, elle était quoi exactement? Celle-ci... Il travaillait ou il ne travaillait pas? Je vais vous expliquer. Celle-ci concernait... Non, je fais confiance à votre capacité de discernement. Je ne parle pas de l'incapacité à prendre des initiatives, oui. Ce que le président lui-même a eu à critiquer. Mais là, précisément, oui. Sur cet aspect, je parlais, c'est pour ça que j'ai évoqué le vocable attentisme, le fait que les ministres attendaient parce qu'ils se disaient, est-ce que je vais faire partie du gouvernement ou pas? Ça créait une autre forme d'inertie. Qui se caractérise par quoi? Non, il ne prenait plus de décision. Oui, mais il y en a qui ne venaient même plus au travail. Sauf que je faisais allusion à un type d'inertie précis. Se résume à ce dont le président a parlé. Donc, d'un côté, le président évoquait, comme je l'ai dit, le manque de prise d'initiative, le manque de dynamisme, le manque d'engagement. Mais ça peut se rejoindre. Le gouvernement ça peut se rejoindre, mais je parlais spécifiquement. Non, ça peut ou ça se rejoint? Ça peut se rejoindre, mais ce n'est pas à ça que je faisais allusion. Le courage Non, je fais confiance à votre capacité de lucidité. Pas moi, nos auditeurs, nos téléspectateurs. J'évoquais un aspect parmi plusieurs autres. C'est pour ça que j'ai dit spécifiquement, je parlais de ce type d'inertie. Qui est exactement ce dont le président a parlé? Okay, probably we'll get to Celestine. We'll just have, probably react to what they say before let's get to the activities of Parliament. Oui, pour réagir, je dois dire que, effectivement, je m'étonne, n'est-ce pas, que quelqu'un qui a les leviers du pouvoir, le président de la République, parle d'inertie. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Comment quelqu'un qui a le pouvoir peut parler d'inertie? Qui est le déclencheur ou le déconstructeur de cette énergie-là? Ça ne peut être que lui, évidemment. Quand Alimi parle d'inertie, qu'est-ce qui a changé? C'est une vision globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est une opération de chaise musicale dans ce gouvernement. Qu'est-ce qui a changé? L'inertie dans son gouvernement, il détient le pouvoir suprême. C'est lui qui entretient cette inertie-là. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Comment vous avez le pouvoir, l'arme nucléaire, et vous vous plaignez de l'affront que vous subissez des autres adversaires qui n'ont pas autant de pouvoir que vous? Le président a la capacité de congédier ceux qu'il a recrutés s'ils ne rendent pas service à la mission qu'il leur a confiée. Rappelez-vous qu'en 2009, lorsqu'on a mis en place le gouvernement Filemon Yan 1, on avait décrit les feuilles de route, n'est-ce pas? Feuilles de route, tous les 6 mois, on devait évaluer les ministres. Depuis lors, est devenu quoi? Rien n'a été fait de ça. On ne contrôle, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. On n'en parle même plus. Un président qui dit que moins de 50% de budget d'investissement public sont exécutés. Donc il y a donc urgence de faire quelque chose. Il n'a rien fait. En vérité, en octobre 2015, il n'y a pas eu de remaniement. C'est parce que les militaires ont marché qu'il fallait changer Mebengo. Il en a profité pour, dans la foulée, changer Amatoutou Mouna et tout le reste. Donc il y a eu des dommages collatéraux. Et quand j'entends Tepé Manga venir faire la leçon
au SDF en espérant que Non, 2016, pas de permettez, 2016 connaîtra un discours différent. Il parle de fusil d'épaule, qu'on changerait de fusil d'épaule. Quand on a vu ce qui s'est passé au sein du RDPC, avec les renouvellements, dont il est une victime collatérale d'ailleurs, qu'il a le courage, non, je reviens, le courage de donner des leçons au SDF, c'est quand même assez rigolo, parce qu'en vérité, j'aurais souhaité que, nul n'est parfait évidemment, qu'il concentre ses énergies pour le conseil à ses amis du RDPC. On a vu le spectacle qu'ils ont fourni récemment. Maintenant sur, effectivement, 2015, et sur le gouvernement Biya. Moi, je pense que cet homme n'a jamais donné l'image d'un rénovateur, de quelqu'un qui veut aller de l'avant. Quand on parle de vision globale, quand il parle, JTB Manga parle de, comment dirais-je, définition de la politique nationale. Vous avez les orchestres philharmoniques, par exemple, il y a un chef d'orchestre, c'est lui qui donne le ton aux autres musiciens. Tant qu'il ne lève pas le petit bâton, il n'y a rien qui se passe. Le président a ce pouvoir-là de diriger son équipe. Il recrute, il sait qui il met à tel endroit, en principe, parce qu'il semblerait que certains ministres négocient leur portefeuille. C'est une parenthèse. Mais je dis que le président définit une politique qui est mise en musique par un gouvernement qui doit être suivi, dans le sens que tant qu'une feuille de route n'est pas respectée, le président doit s'empresser de réaménager, de réajuster. Mais il laisse faire, pas parce qu'il n'a pas de pouvoir, parce que son système politique est assis sur ce socle-là, qui intègre la corruption, il sait, il maintient le dossier, il connaît le dossier de chacun des ministres, mais il va frapper en temps opportun, selon ses propres intérêts. Je prends un exemple tout simple, que tous les Camerounais connaissent, Polycarpe Ababa. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 1992, il était encore inspecteur des impôts. Mais c'est quand il devient ministre qu'on commence à lancer l'opération Épervier contre lui. On le savait déjà avant de le recruter. Donc le système Biya repose sur la corruption. C'est de ça qu'ils vivent. Non, on ne peut pas laisser. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas laisser. Puisque tous les gens qui sont aujourd'hui en Kondengui, tous ces ministres, c'est des gens qui avaient des dossiers très anciens. Les Inouni, Albatros, c'est les Atangada, Mebara, c'est des gens qui ont des dossiers très anciens, dont ils le savaient. Donc, en vérité, le président, c'est vrai, sur le principe, selon la Constitution, définit une politique nationale, mais il appartient au Conseil des ministres, à l'ensemble des ministres, de mettre en musique cette politique. Et d'ailleurs, il l'a rappelé, s'il y avait un Conseil des ministres toutes les semaines, je pense qu'on se rendrait évidemment compte de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Il n'en fait jamais. Donc il n'y a pas de miracle. Non, Peter, je crois qu'il faut... D'abord, M. N'Djamène, je crois que j'ai été mal compris. Vous savez très bien que je n'aime pas... Je n'aime pas les donneurs de leçons et je ne peux pas en donner. Lorsque je parlais de changer de fusil d'épaule tout à l'heure... Tu as dit, j'espère qu'on changera, c'est pas une leçon? Bon, enfin, c'est un souhait. Donc, tout à l'heure, quand j'indiquais qu'il faut changer de fusil d'épaule, moi, je me base sur des éléments factuels, sur des faits. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Vous demandez à M. Elimbi qui a changé. Vous dites personne. Parce que Mme Mamadou Toumoun a été remplacé. Je vous ai donné un exemple. M. Ngalé n'a jamais fait partie du gouvernement. M. Betty, à son moment, n'a jamais. C'est un exemple palpable. Et les téléspectateurs qui nous suivent le savent. Mais maintenant, ce que je voulais dire, maintenant, il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit tout à l'heure. Je n'ai pas tenu ces propos-là. Il y a quand même. Non, je les ai ici. Tu fais de la dialectique. C'est ce livre a une espèce de rhétorique qu'on connaît de la part du RDPC. Il est dans le dilatoire permanent. On sait très bien que quand on parle de changement, ce n'est pas un changement au premier degré, c'est un changement dans le fond de la politique. Oui, on a compris. Donc arrête de faire du dilatoire. Voilà, au moins concédez-moi le fait que je puisse quand même exprimer. Maintenant, je crois qu'il faut battre en brèche. Depuis longtemps. Il faut battre en brèche et souhaiter vivement que cela ne se reproduise plus de la part de M. N'Djamène lorsqu'il dit que le système du M. Biya est bâti sur la corruption. C'est totalement inadmissible, c'est même abject. Or, M. N'Djamène aurait pu aussi se dire que mais, depuis qu'il insulte le président, celui-ci n'a jamais même déposé une plainte. Il n'a pas insulté. Oui. Donc il faut essayer d'avoir de la hauteur un peu dans les propos. Le système ne peut pas être bâti sur la corruption. Il y a un mécanisme, il y a un phénomène, un processus d'assainissement des mœurs qui concerne ceux qui sont au pouvoir, ceux qui y seront demain, probablement vous,
ou d'autres. Et je crois qu'il y a des failles, il faut corriger cela. Il y a des insuffisances, il faut les corriger. Il faut prendre conscience de cela pour que nous n'ayons plus ce genre de contre-arguments. Okay, ladies and gentlemen, we'll take a very, very short break, and when we come back, we move into party affairs in 2015. ...2015 was marked with a lot of politicking all over the country. The CPDM celebrated 30 years of existence. The SDF also blew 25 candles this year, 2015. Probably time good enough to take a limbilobe. Let's talk a bit about your party. This year, you celebrated 25 years. Vous avez célébré 25 ans d'existence, oui. Anniversaire. Oui, ok, 25 ans d'anniversaire, oui, oui. Est-ce que c'est la productivité ou c'est l'existence du parti? Bon, écoutez, vous pouvez me poser vos questions en anglais. Alors, de toutes les façons, nous avons célébré 25 ans d'existence. Ça voulait dire un certain nombre de choses. Premièrement, dire au peuple que nous existons depuis 25 ans. Mais deuxièmement, assumer que quand on a 25 ans, on est devenu un adulte. On est devenu une grande personne. Donc, quand nous fêtons nos 25 ans, nous sommes aussi en train d'assumer devant le peuple camerounais notre accession à la maturité politique. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui, 25 ans après notre naissance, comme nous étions en 90. Donc, en fêtant cet anniversaire-là, nous avons dit publiquement que nous sommes plus conscients de nos responsabilités aujourd'hui qu'hier, parce que nous sommes matures. Nous sommes devenus beaucoup plus sages, nous sommes devenus plus pragmatiques, nous sommes devenus plus déterminés dans la construction de notre itinéraire vers le pouvoir. Okay, probably let me take Celestin Jamin. You are a member of the former opposition party, and after 25 years, there are many things you say that the head of state, President Biya, has not done. I want to ask, what is the party celebrating after 25 years? Bien, je crois que, comme l'a dit Abel tout à l'heure, 25 ans, c'est un quart de siècle. Donc c'est un temps suffisamment critique pour que le parti puisse faire un petit bilan. Ça me semble tout à fait naturel. Je rappelle que le 26 mai à Bamenda, nous avons fait un discours politique. Ce n'était pas un simple anniversaire où on devait simplement danser et chanter et boire, non. Il y a eu un discours politique d'ailleurs en présence du sultan, en présence de Jean Kouété, secrétaire général du RDPC, en présence d'autres partis politiques de l'opposition et autres. Donc il y a eu un message politique de la part du président national du SDF, John Fondi, qui disait quoi? Qui dénonçait les maux qui empêchent ce pays d'aller effectivement vers l'alternance. Parce qu'on ne peut pas militer en politique sans aspirer à un changement souhaité et souhaitable par tous les Camerounais. On a notamment stigmatisé le code électoral. Et le chairman de sa propre bouche a parlé de l'article 44, où le président de la République rémunérait par décret le président du conseil électoral, le président d'Elections Cameroun. Or, le président de la République est le président d'un parti en compétition. On ne peut donc pas être juge et parti. On a rappelé également l'article 67, où on crée les bureaux de vote, il y a des scrutateurs, mais seul le président du bureau de vote peut remettre un PV d'élection valable. Donc tous les autres, c'est les figurants, quoi, en fait. Donc, en vérité, je pense que ces 25 années étaient également pour mettre un point d'arrêt, faire un bilan sur l'opposition, pas seulement le deuxième, mais l'opposition au Cameroun en général, mais aussi pour rappeler au gouvernement
c'est sa mission. En l'occurrence, mettre en place les règles de jeu transparent. Rappelez-vous que même l'UNDP, pourtant qui a un titre foncier au gouvernement à travers Bello Bouba, a claqué la porte du vote de ce texte sur le code électoral. Donc, c'était un discours politique, mais qui rentrait dans le cadre, n'est-ce pas, d'un anniversaire. Mais vous avez raison de dire que on reproche à Biya de n'avoir rien fait en 25 ans, je dirais même en 33 ans. Mais de vous à moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les acquis de son prédécesseur, est-ce qu'il les a maintenus même, entretenus? Il est au crépuscule de sa vie politique. Quelles sont les œuvres du président Biya? Peanuts, on a tout détruit, ou pratiquement tout détruit. Ok, let's get to Josh. C'est presque la même question. Le RDPC a soufflé son 30 bougies. We'd like to find out what has the party achieved so far in the country's political landscape. D'abord, il faut dire que, on ne le dira jamais assez d'ailleurs, aucune œuvre humaine n'est parfaite, pas plus que celle d'un parti politique. Nous devons prendre conscience des forces et des faiblesses qui sont les nôtres, n'est-ce pas, pour des améliorations. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est un parti dont le socle est bâti, contrairement à ce que N'Djamena a dit sur la démocratie. Nous prenons conscience que chaque année qui passe, effectivement, si certaines choses n'ont pas été reluisantes, il faut essayer de les améliorer. Je prends un exemple. Depuis que notre parti a été créé en 1985, on n'avait jamais pris la décision selon laquelle, lors d'un vote, il fallait étendre le dit vote à tous les militants. C'est une décision qui a été prise, voyez-vous, lors du 3e congrès ordinaire en septembre 2011. Donc, je veux dire que c'est un processus, vous savez, la démocratie, l'émergence, ce sont des valeurs, ce sont des conquêtes, ce sont des quêtes permanentes. Et loin de nous, n'est-ce pas, le sentiment de s'extasier sur les maigres lauriers, il faudrait que nous continuions à nous interroger pour voir les améliorations qu'on pourrait apporter par rapport aux militants nouveaux qui vont venir demain et aux Camerounais en général. Donc, il y a eu certainement des ratés par endroits, mais à certains endroits aussi, il y a des améliorations. Il faut les saluer, corriger permanemment ce qui ne va pas. Et je le dis avec beaucoup d'humilité et de modestie. Okay, thank you very much, gentlemen. It is on this note that we pull the curtains for what was the roundup of the year in politics. I want to thank you very much for being with us. I want to say thank you to you, gentlemen.